tout de suite démarrer notre premier échange pour parler justement de cette transition donc qu'il faut absolument accélérer car nous n'allons pas assez vite, vous le savez, pour atteindre aujourd'hui les objectifs de l'accord de Paris et des COP qui se sont tenus depuis. Et pour en parler, eh bien, j'ai le plaisir d'appeler pour cette première table ronde les intervenants. Nous allons démarrer avec Ángeles García Poveda. Elle est présidente de l'entreprise Legrand et membre du conseil exécutif du MEDEF. Merci de l'applaudir. Également avec nous Christian Gaulier, directeur exécutif de la Toulouse School of Economics. Nicolas Blanc est également parmi nous. Il est secrétaire national CGC à la transition économique en charge de l'économie, de l'industrie et du numérique. Nous avons le plaisir d'accueillir également Jean-Marc Jancovici, associé Carbone 4 et président de The Shift Project. Et enfin, parmi nous, Pierre Palmieri, directeur général délégué à la Société Générale. Alors, on va tout de suite démarrer avec un premier tour de table. Notre table ronde, elle s'intitule justement « Transition écologique vers une nouvelle révolution industrielle ». Ah oui, et puis alors bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure que vous pourrez poser des questions. Donc vous avez ce QR code que vous pouvez flasher. Donc les questions arriveront directement, donc je les aurai tout de suite et on pourra comme ça vous faire participer tout au long de cette journée. Donc n'hésitez pas, flashez le QR code pour pouvoir poser vos questions aux speakers tout au long de la journée. Alors je le disais, donc notre table ronde qui s'intitule « Transition écologique vers une nouvelle révolution industrielle », ça vous a tous fait réagir. Justement, j'aimerais peut-être qu'on commence ce premier tour de table sur ce thème. Donc est-ce vraiment une nouvelle révolution industrielle ou pas du tout? Est-ce que c'est autre chose? Peut-être Christian Gaulier, avec votre regard de chercheur, d'enseignant, dites-nous quel est votre ressenti. Oui, bonjour à tous. Alors oui, effectivement, une transition énergétique, c'est une révolution industrielle majeure, mais c'est une révolution industrielle majeure qui n'a pas la même nature que les révolutions industrielles précédentes que nous avons connues depuis 2 siècles. Dans les précédentes révolutions, on cherchait des solutions pour réduire les coûts de production, augmenter les marges et finalement percoler vers une augmentation des pouvoirs d'achat des ménages. Aujourd'hui, il s'agit d'aller vers des choses qui sont plus chères à produire. La sidérurgie, une sidérurgie décarbonée, ça coûte beaucoup plus cher que de l'acier brun. Même chose pour le ciment. Enfin, moi qui viens de Toulouse, le transport aérien sera beaucoup plus cher s'il est décarboné. Donc, c'est une révolution industrielle où on doit aller vers des coûts plus élevés. Donc, c'est compliqué. 2 solutions pour y arriver. Soit on ne parvient pas à rendre rentable ces transformations et là on va vers des solutions où il faudra imposer aux gens de la sobriété par une restriction des libertés et aussi collectiviser les moyens de production pour imposer aux industriels de faire ces efforts. L'alternative, c'est de rendre ces transformations sociétales rentables et ça passe par une tarification du carbone. Alors on va en reparler bien sûr. Alors pourtant les entreprises elles font beaucoup d'efforts. Ángeles García Poveda, vous êtes la présidente de Legrand, vous en savez quelque chose. Au jour le jour, on s'efforce d'aller constamment justement vers cet objectif donc de transition écologique dans votre quotidien finalement. C'est exact. Bonjour à tous et merci Isabelle. Alors Legrand a une position singulière parce que comme vous le savez, de par notre métier, on fait déjà une partie du travail, on fait partie de la solution puisque on avale de l'électrification de l'économie et de ce fait, ça nous oblige aussi en tant qu'industriels sur évidemment des trajectoires de neutralité à 2050 validées SBTi. Mais ensuite, comment est-ce que ça se passe dans la vraie vie et comment est-ce que nous concrètement nous vivons cet engagement? En fait, pour nous, la décarbonation ne peut pas être un projet de plus, un projet à côté ou un objectif qui vient s'ajouter aux autres. Pour nous, c'est une donnée d'entrée, en fait, dans tout ce que nous faisons. Et ça commence au moment de la R&D et du design des produits. On les pense avec moins de matière pour être plus légers,
Et donc, si vous multipliez 13% de moins de matière sur des millions de mécanismes d'appareillage distribués, ça a un impact sur l'empreinte. On les pense aussi compatibles avec les gammes installées pour justement garder raison sur le remplacement et quelque part contribuer à cette modération de la consommation. On les pense aussi avec des matériaux éco-responsables. Et donc de cette phase de conception arrive ensuite le dialogue avec nos fournisseurs, qui sont plus de 30 000. Alors les 250 plus grands sont évidemment totalement embarqués sur notre propre feuille de route, mais il y a aussi plein d'autres PME qui nous suivent et que l'on accompagne sur tout un tas d'actions. Et là, c'est parfois plus difficile peut-être. C'est bien sûr plus difficile, mais c'est aussi le rôle des grandes entreprises que d'être locomotive en fait au sein d'une filière. Chacun doit porter une part de responsabilité. La nôtre les incombe aussi. Et puis arrive aussi le moment de la production. Évidemment, il s'agit déjà de décider où est-ce qu'on produit, où est-ce qu'on se source, et on essaye de le faire proche de l'endroit où on vend. Et ensuite, évidemment, le sujet des sources d'énergie. Aujourd'hui, on est passé de 22 à 38 sites qui produisent leur propre énergie verte, et l'optimisation de l'utilisation de cette énergie, notamment par le biais de la technologie. Donc, la différence, c'est justement de ne pas traiter le sujet comme un sujet isolé, où en plus du reste ou au lieu du reste, c'est une donnée d'entrée, c'est une façon différente de repenser l'ensemble de la chaîne. Nicolas Blanc, alors comment est-ce que, de votre point de vue, il faut aborder cette transition? Est-ce que c'est une révolution ou non? Quel est votre avis, votre conviction là-dessus? Donc bonjour à toutes et à tous. Moi je pense que la CFE-CGC, Confédération française de l'encadrement, je pense que la révolution elle est multiple. Je pense qu'il y a à la fois, c'est pour ça qu'on a appelé, il y a un secteur chez nous qui est la transition économique, c'est-à-dire à la fois la transition écologique, mais aussi la transition numérique qui vient impacter. Donc c'est pour ça on peut voir la notion de révolution si on la voit multiple en fait. Je pense qu'il y a, donc c'est pour ça qu'on a essayé de la penser comme ça. Après, on est plus, moi je le vois plus en ce qu'on appelle une époque de rupture. Donc je fais référence à l'économiste Michel Aglietta qui parle, en fait il faut changer de régime de croissance. Et cette logique-là, la difficulté qu'on va avoir, c'est que pour changer de régime de croissance, il va falloir passer par une phase, on en a parlé tout à l'heure, sur une phase d'investissement qui va être très lourde et avec une ça va coûter cher, c'est ça. Ça va coûter cher, mais surtout avec une croissance qui ne va pas être au rendez-vous. Il va y avoir il y a un risque de baisse de productivité du capital, et c'est cette phase-là qu'il va falloir accompagner. D'où la difficulté justement de pouvoir porter ça. Et ce qui est dommage, c'est que la révolution, on aurait pu la faire en France lors de la loi Pacte, et c'est vrai qu'on n'a pas eu, là je le dis collectivement, et c'est dommage qu'on n'ait pas pu avancer sur les propositions. Je l'ai noté d'ailleurs sur la proposition, ce qui avait été fait au niveau du Code civil. Donc on a modifié, aujourd'hui une entreprise doit être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas été plus loin. Et on n'a pas changé aussi l'article, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ça commence quand même. On parlera un petit peu. Certaines entreprises sont devenues sociétés à mission, on met en place une raison d'être, il y a quand même des avancées. Alors la logique, c'était justement, il y avait un cercle vertueux qui devait se mettre en place. Un premier niveau, on définissait des enjeux sociaux et environnementaux. Ensuite, définir une raison sociale et puis éventuellement les sociétés à mission. Une raison d'être. Oui, raison d'être, pardon. Et c'est cette mue-là, parce que maintenant on a un recul, on peut regarder la mue, soit une entreprise, elle se définit d'entrée comme société à mission. Et moi, j'ai vu très peu d'entreprises qui font cette évolution, cette mue, sachant que l'enjeu initial de faire du profit, finalement, au bénéfice pas des actionnaires, mais j'ai plus le terme exact, enfin, des représentants de l'entreprise, fait qu'aujourd'hui on reste dans le même paradigme en fait. Et c'est le changement de paradigme qui va être compliqué à accompagner. Et c'est pour ça que les organisations syndicales, on essaie de penser ces ruptures-là et accompagner au mieux. Mais pour ça, il faut aussi qu'on réfléchisse sur les modèles économiques. Pierre Palmieri, alors quelle est votre position? Donc on a déjà dit pas mal de choses, effectivement, concernant cette transition. Si elle n'est pas drivée, on va dire, par des découvertes, est-ce qu'on peut dire que c'est davantage une contrainte imposée aux entreprises? Comment vous le vivez dans votre secteur? Oui, bonjour à toutes et tous. Oui, en fait, je pense que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. C'est une révolution d'une nature différente par rapport
aux grandes révolutions industrielles, notamment celle de la fin du 19e siècle. Le charbon, le pétrole, maintenant c'est autre chose, quoi. Oui, et puis surtout, en fait, c'est le progrès scientifique qui a entraîné le progrès technique, industriel, et puis au bout d'un moment, le progrès social, souvent de haute lutte. Là, c'est pas du tout le même ordre de facteurs. C'est-à-dire qu'il y a en fait une contrainte majeure, un défi auquel il faut répondre, qui lui va susciter en fait de l'innovation, du progrès scientifique, et du progrès industriel, mais l'ordre des facteurs est différent. Et la deuxième chose, c'est que ça n'est pas simplement une révolution industrielle. Pour moi, elle touche l'ensemble des domaines de l'activité humaine. C'est-à-dire, il faut repenser nos usages, il faut repenser la manière dont on consomme, il faut repenser les partenariats publics-privés, il faut repenser l'urbanisme, il faut repenser l'aménagement des territoires. Et donc, en fait, c'est une révolution qui est beaucoup plus large que simplement la révolution industrielle. Alors nous, évidemment, en tant qu'institution financière, on vit ça de manière très profonde, parce que notre particularité, c'est qu'on finance tous les secteurs de l'économie, et ça dans le monde entier. Donc évidemment, on est très très confronté à ces grands changements, ces grandes mutations, et elles se traduisent par une révolution, puisqu'en fait tous les domaines, que ce soit tous les métiers, que ce soit en banque d'investissement, en banque de détail, toutes les différentes fonctions, la direction des risques, la direction financière, le compliance, etc., sont profondément touchés par ces grands changements. Et c'est vrai que cette transition, elle se fait en plusieurs périodes, on va dire, dans votre secteur, dans le secteur financier. Elle s'est faite déjà en plusieurs périodes, on va dire. En fait, je dirais qu'il y a une période un peu, ce que j'appellerais un peu pionnière, c'est-à-dire qu'en fait, les banques, surtout au travers du financement de projets, ont commencé, il y a au moins 25 ans, à financer des projets de renouvelables. Et puis elles ont signé les principes de l'équateur, donc ça les a obligés, dans le cadre des grands projets, à faire des analyses sur les risques environnementaux et sociaux et vérifier en fait que c'était compatible avec leur politique et avec leurs engagements. Donc ça, c'était une première phase qui a duré, à mon avis, jusqu'au, disons, le milieu des années 2000. Puis ensuite, au moment, et je pense que la COP21 a été un vrai changement, c'est-à-dire qu'on a vu chez tous nos clients et dans les institutions financières une volonté d'intégrer ça dans des politiques beaucoup plus institutionnelles. Et donc, en fait, on est rentré dans une phase où les banques, individuellement ou au travers d'associations, ont commencé à travailler sur des trajectoires. Et où il y a eu des services RSE beaucoup plus étoffés, et où, en fait, il y a eu une approche beaucoup plus holistique de ces sujets-là au travers de l'organisation. Et puis maintenant, on rentre, je crois, dans une autre phase qui est celle de la volonté d'avoir un cadre normatif et un cadre d'action tout court au travers, alors avec nos régulateurs, donc voilà, la BCE notamment par exemple, qui est très active. Un peu trop, disent certains d'ailleurs. Hein. Certains disent un peu trop même parfois. On pourrait en parler longtemps, mais en tout cas, clairement, on rentre dans cette phase dans laquelle il y a une volonté de créer des normes. Il y a la CSRD, il y a le Green Asset Ratio, etc. Donc ça, c'est une autre phase encore qui apporte encore plus de complexité aux complexités précédentes. Voilà. Jean-Marc Jancovici, on ne vous a pas encore entendu. À partir de tout ce qui a été dit, on a bien sûr envie d'avoir votre regard sur cette transition écologique. J'imagine que vous êtes loin de l'appeler révolution industrielle. Donc comment vous pourriez la qualifier, dites-nous. Ça sera une révolution intellectuelle, ça sera une révolution physique. Alors on va revenir aux fondamentaux, l'énergie c'est de la physique. Hein. L'énergie c'est ce qui quantifie les flux qui nous entourent, et donc décarboner l'énergie, ça veut dire réussir à maintenir les flux qui nous entourent en se passant de ce qui a permis leur émergence, comme l'a rappelé Yves Perrier tout à l'heure, sur les 2 derniers siècles. Donc c'est effectivement jeter cul par-dessus tête le monde dans lequel nous vivons, et ça sera beaucoup plus compliqué que la révolution industrielle, parce que la révolution industrielle consistait à profiter de plus en plus de choses, alors que là, il faut s'imposer des restrictions. Faire de plus en plus, on est câblé biologiquement pour faire ça, on n'y a aucun problème, on y arrive très bien. Faire de moins en moins, on n'est pas du tout câblé pour faire ça, et on a beaucoup de mal à le faire. Pour le moment, cette révolution, elle n'a pas du tout démarré. Comme le rappelle très bien Jean-Baptiste Fressos dans son livre Sans transition, il n'y a pas de transition, et il n'y en a jamais eu dans le passé, dans le sens où on n'a jamais remplacé à large échelle une énergie par une autre. On les a empilées les unes sur les autres. On utilise aujourd'hui beaucoup plus de bois qu'en 1850. On n'a jamais
jamais utilisé autant de charbon que l'année dernière, on n'a jamais utilisé autant de pétrole que l'année dernière, on n'a jamais utilisé autant de gaz que l'année dernière. Et pour le moment, l'émergence des renouvelables n'a absolument pas empêché la croissance des fossiles qui se poursuit de son côté. Donc pour le moment, il n'y a pas de transition, il y a un empilement. Et il y a une raison physique à ça, encore une fois, c'est que les combustibles fossiles ont des caractéristiques physiques qui les rendent supérieures aux énergies renouvelables. Elles sont denses, elles sont stockables, elles sont faciles d'emploi. Et donc la traduction économique, c'est qu'elles sont pas chères, mais ça n'en est qu'une conséquence. C'est pas ça qui justifie en fait, c'est la physique qui justifie leur emploi. Économiquement, ça se traduit comme ça. L'augmentation de la productivité du travail, par exemple, ça n'est que l'adjonction de machines aux gens. Un agriculteur aujourd'hui, il lui a pas poussé 200 paires de bras et 200 paires de jambes, et c'est pas pour ça qu'il produit 200 fois plus qu'un agriculteur il y a 2 siècles. C'est juste que les tracteurs et les usines d'engrais produisent à sa place. Donc la transition au sens de se passer d'une partie de l'énergie qu'on utilise actuellement, ça va être effectivement une baisse de la productivité du travail, ça va être très vraisemblablement une contraction de l'économie physique, des tables, des chaises, des mètres carrés, des voitures, etc. Et aujourd'hui, on n'est intellectuellement absolument pas préparé à gérer ce genre de choses, pas plus dans le monde financier qu'ailleurs, si je peux me permettre d'être un peu désagréable. On commence quand même à essayer de s'y préparer, on commence, il y a des avancées, il y a des choses qui sont faites. Votre tableau, on est encore très très loin. Il est quand même très noir, on peut être un peu plus optimiste que ça, non? Non, pour le moment, ce qu'on observe, nous, comme acteurs de marché, parce que moi je suis notamment dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Carbone 4 et qui travaille avec les autres entreprises dans ce domaine-là, ce qu'on observe aujourd'hui, notamment dans le monde financier. Du reste, la BCE l'a rappelé il n'y a pas longtemps, en disant qu'elle avait examiné les engagements des banques qui faisaient partie de la LZBA, qu'elle n'avait pas trouvé de différence avec celles qui n'en faisaient pas partie. Donc, ce qu'on observe aujourd'hui comme acteur de marché, c'est qu'on a un réflexe très humain, qui consiste non pas à adapter les activités à ce que dit le dossier scientifique, mais à adapter les méthodes de telle sorte que les activités actuelles soient présentées comme durables pour l'avenir. C'est plutôt ça qu'on est en train de faire en ce moment, quand on regarde un peu à large échelle. Donc, intellectuellement, on a une révolution à faire. Encore une fois, je conçois très bien qu'elle soit extrêmement difficile. C'est totalement orthogonal à notre câblage biologique, mais pour le moment, on l'a pas vraiment commencer à large échelle. Et alors comment faire justement pour l'enclencher cette révolution? Si je savais. Alors j'aimerais bien qu'on vous entende par rapport à ce qui a été dit. Parce qu'effectivement, donc le constat il est là et pourtant il y a des avancées, Christian Gaulier. Alors il y a des solutions qu'on peut mettre en place. Je suis d'accord avec Jean-Marc, c'est un chantier absolument extraordinaire, mélanger des objectifs financiers de bien-être, pouvoir d'achat, c'est pas que les institutions financières, on parle aussi de pouvoir d'achat pour les ménages et la problématique de la contrainte carbone, c'est un truc super compliqué et c'est vrai qu'autant aujourd'hui en France on a un vrai consensus sur la responsabilité de l'être humain dans ce changement climatique, autant on n'a absolument aucun consensus sur la façon dont il faudrait transformer la société pour faire que celle-ci réussissent à affronter cette responsabilité envers les générations futures qui lui est transférer un climat raisonnable. Les économistes ont, chez eux, un vrai consensus sur comment il faut faire. Alors, il n'est pas entendu et il est considéré comme inacceptable, mais quand on regarde toutes les autres solutions, c'est encore plus compliqué. La planification à la soviétique, auquel j'ai fait référence tout à l'heure, ça marche pas. C'est totalement inacceptable. Monsieur Jancovici, pas d'accord. Réduire les libertés. On a eu un long débat là-dessus qui est sur YouTube, du reste, je crois, il y a quelques semaines, et on a quelques divergences sur les modes d'action, effectivement. C'est normal. Oui, Monsieur Blanc. Non, je voulais rajouter un mot. Je pense que vous parliez d'économiste. Je pense que le rapport de Monsieur Pisani-Ferry fait quand même référence. Et je parlais tout à l'heure de justement comment on sort à la fois de la financiarisation de l'économie. Je pense que, et c'est pour ça que je parlais, il faut changer de régime de croissance. C'est-à-dire, voilà, il y a un besoin d'investissement qui va être énorme. Il va falloir qu'on soit capable collectivement de faire que la croissance ne sera pas au rendez-vous pendant le passage entre ces deux régimes de croissance. Et ça, il faut l'accompagner. Il faut que les organisations patronales soient aussi au rendez-vous. Je vois qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de se mettre d'accord sur un pacte des seniors, qu'on n'est pas capable de discuter collectivement. Et c'est ça qui est frustrant, en fait. C'est que si on ne se met pas au niveau, et je ne parle même pas de la transition numérique, je travaille sur l'intelligence artificielle, je suis expert au niveau du partenariat mondial, les enjeux, ils sont énormes, en fait. Donc, soit on se met autour de la table, et il faut aussi une vraie volonté politique. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de la loi Pacte, c'est fondamental, en fait. On aurait pu avoir un avantage concurrentiel si déjà on avait eu le courage de dire
on gère une entreprise et aussi des considérations environnementales, sociales et environnementales. Je pense que c'est fondamental parce qu'on aurait pu justement préparer la CSRD, et prendre de l'avance. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on recule. Quand on revoit ce qui s'est passé sur la loi Pacte, on verra pour la loi Pacte 2, mais on voit que lors du travail de la loi, les sénateurs avaient refusé cet article 61, justement, où il y avait une avancée. Enfin, je pense qu'on ne prend pas conscience de ce qui arrive. Il faut vraiment que collectivement, on soit prêt à discuter de ces questions-là et à tous les niveaux. Moi, j'aurais rajouté un acteur tout à l'heure. Je pense que les syndicats sont aussi là pour accompagner les citoyens, les salariés. Je pense que tout le monde, on doit pouvoir discuter et entendre le message, parce que sinon, collectivement, on n'arrivera pas à faire ces transitions. Ángeles García-Poveda, les entreprises, quand même, on le disait tout à l'heure, elles sont à la manœuvre, elles y vont dans cette transition. Rassurez-nous, la loi Pacte, ça a quand même quelques effets positifs. Écoutez, moi j'ai l'impression, je refuse de penser que tout est perdu. Je sais que la transition va pas être évidente et Yves Perrier nous le rappelait tout à l'heure. Ça demande de travailler d'une façon différente, parce qu'en fait, il faut qu'on travaille ensemble, ce qui n'est pas quelque chose de naturel. Les États, l'écosystème financier, les entreprises, bien sûr les organisations patronales, syndicales, tout le monde a un rôle à jouer. Les consommateurs aussi, parce qu'il faut qu'on en parle. En fait, in fine, ce seront les juges de paix de cette affaire. Et ça demande des changements de comportement qu'on ne voit pas aujourd'hui, qu'on n'observe pas aujourd'hui à une échelle suffisante pour provoquer les restes des mouvements. Je pense que c'est possible et je pense que la technologie et l'innovation joueront un rôle absolument essentiel. On en a parlé tout à l'heure, il y a un certain nombre d'éléments, de briques qui sont déjà présentes. Il y a beaucoup trop de querelles aujourd'hui d'ailleurs entre quelle sera la technologie gagnante, est-ce qu'il vaut mieux pousser une telle ou une telle. Au niveau européen, c'est flagrant puisqu'en fait chaque pays a des mix énergétiques et des écosystèmes différents et donc chacun a forcément des intérêts à défendre leurs propres choix précédents. Je pense qu'il faut qu'on arrive à dépasser ce type de querelles, qu'on aura besoin de toutes ces technologies, qu'il faut d'ailleurs probablement instaurer un principe de neutralité technologique, et c'est l'une des 30 propositions du MEDEF d'ailleurs en vue des prochaines élections européennes, parce qu'il faut se mettre d'accord sur les objectifs, mais laisser plus de liberté sur les moyens. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à mettre chaque pays et chaque filière sectorielle d'accord. Et ce qu'elles ont en commun, toutes ces technologies, c'est ces trois choses. Elles ont toutes besoin de très gros investissements et donc de capitaux. Elles ont toutes besoin d'innovation et elles ont toutes besoin de talent. Et l'enjeu est donc de construire un écosystème qui soit propice aux investissements, qui soit propice à l'innovation et qui soit propice à l'attraction, le développement et la rétention des talents. Nos voisins américains nous ont donné quelques leçons en la matière récemment. On ne pourra peut-être pas appliquer exactement le même type de méthode en Europe pour tout un tas de raisons. Vous faites référence à l'IRA, donc l'Inflation Reduction Act, qui favorise beaucoup les entreprises sur le territoire américain. C'est exact, mais qui, ce faisant, attire aussi des filières d'innovation, attire aussi des scientifiques, des talents, des personnes qui sont prêtes à créer, à entreprendre. Puisqu'en fait, les solutions qui nous permettront d'arriver à nos fins ne sont pas toutes encore inventées. Donc il faut qu'on arrive à prendre des risques et à aller de l'avant, mais tous ensemble. Ça ne peut pas être que les entreprises qui portent le poids. Justement, alors donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour aller dans cette direction? Est-ce qu'il faut peut-être davantage d'intervention de la puissance publique dans ces cas-là? Quelles sont vos préconisations? Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Jean-Marc Jancovici. Je peux me faire le porte-parole de l'hôte du lieu. Non, je plaisante. Il y a une chose que je voudrais rappeler d'abord. Dans un monde sans limite physique, on peut dire les entreprises, c'est-à-dire qu'on peut faire gagner tout le monde en même temps. Dans un monde avec une contrainte physique globale, on ne peut plus dire les entreprises parce qu'il va y avoir des gagnants et des perdants.
Et par ailleurs, j'espère que je ne vais pas me faire assassiner par ma voisine de droite, mais les perdants de demain sont pour partie les gagnants d'hier. Parce qu'à partir du moment où il s'agit de changer les règles du jeu, on change les règles de captation de la rente par les entreprises, et toutes les entreprises cherchent à capter la rente. Tout absolument, le grand comme Carbon 4, comme ça, c'est dans l'ADN d'une entreprise. Il y a que des projets de conquête dans une entreprise, donc elles cherchent toutes à capter la rente. Donc on ne peut pas compter sur elles pour se faire harakiri si elles ont une activité qui est du mauvais côté de la barrière. Ça n'existe pas, c'est à la puissance publique de le faire. Et c'est à la puissance publique de désigner les gagnants et les perdants, alors que hier, il n'y avait que des gagnants dans un monde en expansion. Et c'est extrêmement difficile, et du reste, on voit bien que la puissance publique a beaucoup de mal à le faire. Alors comment est-ce que la puissance publique peut agir ? D'abord, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels elle est obligée de planifier et elle ne peut pas laisser les acteurs. La neutralité technologique, ça marche bien dans les domaines à cycle court, ça ne marche pas dans les domaines à cycle long. On ne peut pas faire de la neutralité technologique dans l'énergie parce que le pas de temps, c'est le siècle. Et ce n'est pas les entreprises privées qui vont décider par cogestion comment on construit un réseau électrique ou quel type de centrale électrique qui dure 50 ans à 100 ans on va construire. Ça, c'est nécessairement du ressort de l'État. C'est à l'État de dire comment est-ce qu'on construit un réseau électrique, comment est-ce qu'on construit un réseau de transport, etc. Tout ça, c'est des infrastructures séculaires. Ça échappe au pas de temps qui sont capables d'être gérés par des entreprises privées qui ne prennent pas de risques, ni Carbon 4 ni Legrand ne prennent de risques à 50 ans. Ça n'existe pas, ça. Alors, comment est-ce que la puissance publique organise ? Elle a deux grandes familles. Hein. Elle a la réglementation et les taxes. Alors, Christian dit beaucoup de taxes. Moi, je dis un mélange des deux. La taxe, c'est un codicile très intéressant dans un certain nombre de cas de figure. Ça ne peut pas être l'instrument principal d'une politique publique parce que ça ne dit pas quoi faire et ça met trop de gens dans le désarroi quand on leur dit pas quoi faire. En particulier les ménages, si vous leur dites pas quoi faire, vous leur dites juste on va vous augmenter le prix puis vous allez faire essai-erreur jusqu'à ce que vous trouviez. Il y a des cas de figure dans lesquels, surtout si ça doit aller vite, ils vont pas considérer ça comme acceptable et c'est un grand partisan de la taxe qui vous le dit puisque j'ai écrit dans le passé beaucoup de choses en disant c'est un très bon instrument. Je maintiens que c'est un très bon instrument, mais ça peut pas être un instrument isolé. Donc on est renvoyé quand même à la responsabilité collective du politique et de ses électeurs tant qu'on est en démocratie. Hein, tout ça c'est un tout. Hein, on peut pas dire le politique est indépendant de son électorat. Dans lequel on a des grandes directions à fixer et derrière l'activité privée se cale sur ces grandes directions. Et du reste, si mes oreilles n'étaient pas bouchées tout à l'heure, j'ai bien entendu Yves Perrier parler de planification. Donc, ça veut bien dire que, et de tout temps, en fait, les acteurs privés, ils ont adoré avoir un cadre clair dans lequel ils étaient sûrs de pouvoir rentabiliser leurs investissements. Et toute la question est de savoir où on met le curseur. D'accord ? Donc tout du côté privé, ça ne marchera pas. Tout du côté public, je suis d'accord, ça ne marche pas non plus. Et il y a un débat complexe, touffu, qui prend du temps à gérer pour savoir où est-ce qu'on met le curseur. Et en plus, selon les secteurs, le curseur n'est pas à mettre exactement au même endroit. Alors j'aimerais vous entendre réagir justement, Christian, Nicolas, par rapport à ce que nous a dit Jean-Marc Jancovici. Oui, en fait, on est à nouveau pas si éloignés l'un de l'autre, Jean-Marc et moi. D'abord, je trouve que dans le débat, on ne parle pas suffisamment des coûts. Alors Jean-Marc et moi, justement, on a alors parlons-en. Hein. Allons-en. Donc les coûts, franchement, la transition, ça va être très coûteux. Alors il n'y a pas que la problématique de combien de milliards d'euros il faut dégager chaque année pour investir. Il y a aussi les sacrifices des ménages dans la sobriété. Parce qu'on ne va pas simplement demander aux entreprises de produire de façon décarbonée. Il faudra aussi, dans certains cas, par exemple le transport aérien, aller dans la sobriété parce qu'on ne va pas réussir à décarboner avec des coûts raisonnables le transport aérien. Donc il faudra simplement voler moins. Et vous avez certainement entendu Jean-Marc parler de façon très extrême sur ce dossier-là. Alors oui, peut-être pas les chiffres qui sont donnés. Enfin, je sais pas, vous en êtes toujours à 4 par... C'est une règle de 3. Si on veut que le transport aérien fasse sa part dans une diminution de 5% par an, parce que c'est ça qu'il faut faire pour les 2 degrés, 5% de moins des émissions de gaz à effet de serre, un Covid supplémentaire tous les ans, c'est ça qu'il faut avoir en tête, à l'arrivée, compte tenu des moyens de substitution qui seront marginaux, hydrogène, carburant dit d'origine durable, etc. En 2050, ça fait 4 vols par terrien dans une vie, à partir du moment où les Nigérians, les Brésiliens et les Français ont le même droit à voler, ce qui est la base de mon calcul également. Donc les coûts seront importants et pas que financiers, les coûts en termes de sacrifice de la population. Et donc le sujet de comment on fait pour que les entreprises acceptent de supporter ces coûts, et d'ailleurs un certain nombre d'entre eux seront transférés aux consommateurs finaux quand vous augmentez vos coûts. De toute façon, il faudra bien que quelqu'un paye au final. Donc
Voilà, exactement. Et, ben oui, les entreprises n'ont pas de caverne d'Alibaba pour financer la transition. On le saurait sinon. Donc effectivement, ça a des coûts. Et donc demander à l'entreprise lambda, je pense ArcelorMittal par exemple, parce que moi j'aime beaucoup la sidérurgie où l'augmentation décarbonée par l'hydrogène, c'est une augmentation au moins de 50% des coûts de production. Demander à ArcelorMittal tout seul de décarboner son acier, il sera peut-être moralement sur la bonne voie, mais il sera juste mort économiquement. Donc le suicide écologique ne mène à rien, quoi. Donc il faut repenser la société pour faire en sorte que ces augmentations de coûts deviennent désirables. Et donc la taxe carbone fait partie de la solution. Alors effectivement, ça ne suffit pas. Il faut aussi que l'État oriente les entreprises, les entrepreneurs, les innovateurs vers la recherche et développement plutôt dans le secteur vert plutôt que dans le secteur brun. Donc ça exige des moyens publics de subventions à la recherche et développement. Mais globalement, il faudra quand même d'une façon ou d'une autre réorganiser l'ensemble de l'économie à travers un signal prix qui est un prix du carbone. Et ça, c'est quand même beaucoup plus facile qu'une solution où l'État va décider de qui va faire quoi, dans quelles circonstances. Et quand je dis qui, c'est pas non seulement les ménages, mais c'est aussi les entreprises. C'est un truc super compliqué. On y a réfléchi depuis 2 siècles. Les économistes, quand Marx est arrivé et puis que l'Union soviétique s'est installée dans sa planification, eh bien, on s'est tous posé la question, avec en particulier la Grande Dépression, de savoir finalement si le système d'économie planifiée n'était pas meilleur que le système capitaliste. Je pense que depuis, on a une meilleure réponse avec notamment la chute du mur de Berlin, qui montre quand même que la solution de l'État joue son rôle, mais les marchés jouent leur rôle d'allocation de capital vers des projets qui sont les plus profitables dans le sens de l'intérêt général, mais modulé par une tarification du carbone qui fasse effectivement que chacun intègre dans son processus de décision l'impact écologique de son comportement. Et ça ne peut passer qu'à travers une taxe carbone ou bien un marché de permis d'émission. C'est ça, donc la mise en place d'une taxe carbone. Donc c'est ce que vous préconisez. Voilà, avec une compensation pour les ménages les plus modestes, puisque cette taxation engendre un revenu fiscal qui peut être utilisé pour compenser, voire surcompenser les ménages les plus modestes pour pouvoir à la fois lutter contre le changement climatique et lutter contre les inégalités. Alors Nicolas Blanc, puis après Pierre Palmieri. Donc sur cette, on va dire, que faut-il faire? Faut-il que l'État intervienne? Faut-il que ce soit aussi donc les entreprises? Comment passer le curseur finalement? Il est particulier dans tout ça, évidemment. Oui, je pense qu'il faut sortir de la caricature sur la planification. Les grands plans, etc., c'est pas de la planification à la soviétique. Je pense que ça, c'est quand même important de le rappeler. On peut très bien penser planification sans tomber dans la caricature. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que il y a les complémentarités, en fait. Je pense qu'il faut réfléchir. Il y a différents niveaux. La force publique et aussi le niveau européen. Je pense aux innovations de rupture. Je pense que en tout cas, ça doit se réfléchir soit au niveau français, soit mutualisé au niveau européen pour justement porter, ce qu'on disait tout à l'heure, des investissements très lourds qui doivent être mutualisés et pensés. Je pense à la 6G, je pense à toutes les technologies de demain qui sont réfléchies au niveau européen. Donc ça permettra de faire les transitions. Et après, au niveau français, il y a eu une réflexion sur le crédit d'impôt recherche vert, par exemple. C'est quand même 6 milliards par an quand même. Donc il y a eu une réflexion. Et c'est d'ailleurs un de nos atouts en France, le crédit d'impôt recherche. Crédit d'impôt recherche. Il est apprécié pour ça, quoi. Il est apprécié pour ça, mais pourquoi on ne va pas plus loin et pourquoi on ne réfléchit pas sur un crédit d'impôt recherche vert? Donc il y avait une proposition de la consultation citoyenne qui allait justement pour une responsabilisation des acteurs et faire des choix. Alors c'est compliqué, c'est des questions. Mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le faire. Jean-Marc Jancovici, je vous ai vu sourire. Vous êtes d'accord avec cette idée ou pas? Oui, je l'avais écrit, effectivement, verdir le crédit d'impôt recherche. Parce que la recherche, c'est quand même une manière assez douce, j'ai envie de dire, d'orienter l'activité future moyen terme. Ce qu'on va chercher va conditionner ce qu'on va produire. Pour partie. Donc, si on veut produire plus vert, ça ne me paraîtrait pas idiot de verdir le crédit d'impôt recherche, oui. Pardon Nicolas, vous vouliez... Non, juste pour terminer, je pense que c'était une des réflexions intéressantes. Sur le CICE, c'est pareil, c'est 20 milliards par an. On peut très bien... Alors, on ne veut pas tomber dans la conditionnalité, mais en tout cas, on peut réfléchir à la responsabilisation, à l'engagement. Je pense que les entreprises doivent passer le cap. Sinon, on va continuer à avoir ces discussions interminables, genre aucune conditionnalité, on ne veut pas rentrer là-dedans. J'ai suivi les débats sur le crédit d'impôt recherche vert. Donc, on nous dit, ah non, il ne faut pas, non, surtout, il ne faut rien imposer, etc. Non, la soft law, etc., c'est terminé. Il faut vraiment qu'on rentre dans une logique. Alors, la CSRD va permettre de structurer, on en parlait tout à l'heure, la double matérialité, comment on mesure tout ça, comment on a une vision objective
collective, à la fois aussi pour les entreprises, de leurs impacts et des impacts qu'elles subissent du changement climatique. Mais après, voilà, il faut aussi accélérer et pouvoir justement aller sur ces logiques-là pour pouvoir investir et responsabiliser les acteurs. Donc Pierre Palmieri, après peut-être Angeles, un mot sur justement ce crédit impôt recherche vert. Pierre Palmieri, alors donc on vous a pas entendu là sur justement la répartition entre l'État. Est-ce que c'est l'État qui doit inciter? Est-ce que une écologie incitative, écologie peut-être un peu plus coercitive, si on peut dire, avec la taxe carbone, ou est-ce que les entreprises aussi forcément ont leur part à faire? Comment ça doit s'équilibrer selon vous? Alors moi je crois fondamentalement en l'importance de motiver, de susciter l'innovation et l'entrepreneuriat. Et je pense que, si vous voulez, la faiblesse que je vois en Europe par rapport à d'autres grandes régions, c'est que, alors qu'on a été en avance et qu'on est plus vertueux à bien des égards, une grosse partie de l'innovation ne se fait pas en Europe. Elle se fait aux États-Unis et elle se fait en Chine. Donc là-dessus, je pense que c'est un point important. Et là, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. Pas seulement les entreprises, bien évidemment. Il y a une deuxième chose, c'est que dans la manière de penser ce partenariat public et privé, il faut qu'on raisonne en risque, en fait. C'est-à-dire que qui doit prendre les risques et qui est le mieux placé pour prendre les risques? Et ça pose des questions entre les industriels, entre les institutions financières, entre les pouvoirs publics, entre les entreprises, entre les entités supranationales. Et donc, et ça, il faudrait le faire de manière beaucoup plus systématique, beaucoup plus holistique. Donc ça veut dire que qui prend les risques de nature industrielle, qui prend le risque equity, qui prend la partie de dette subordonnée, qui prend la partie de dette longue par rapport à la dette courte. Et je pense qu'il faut que l'ensemble des acteurs se coordonnent, parce que je crois que l'intérêt, c'est que pour chaque euro de financement public, on puisse lever le plus possible de financement privé. Et c'est au travers de cette réflexion-là profonde sur qui doit prendre les risques qu'on y arrivera. Alors, quand j'entends les entreprises cherchent des rentes et n'ont pas envie de prendre des risques, enfin, tout chef d'entreprise... Je n'ai pas dit qu'elle ne prenait pas de risques, j'ai dit qu'elle cherchait la rente. Oui, tout chef d'entreprise qui a investi... La Société Générale, comme les autres. C'est qu'il prend beaucoup de risques. Et donc, la question, c'est il faut qu'on prenne des risques qui soient compatibles avec notre mandat et des risques qu'on est capable de comprendre. Dans le cadre de la transition, on est engagé dans des processus où on a des risques qui sont nouveaux. Ça demande un effort colossal pour une institution financière. On est obligé d'abord d'améliorer nos connaissances industrielles, donc on travaille avec beaucoup plus d'ingénieurs, avec beaucoup plus de consultants qui sont des experts. Nous-mêmes, on est en train de créer un conseil scientifique avec je ne peux pas communiquer encore sur les personnes qui y participeront, mais ce sont des scientifiques éminents, parce qu'on a bien conscience qu'il faut qu'on améliore notre connaissance pour mieux comprendre nos risques. Mais il y a des choses qui ne sont pas à notre main. Par exemple, les politiques publiques. Donc il faut aussi qu'il y ait des engagements de l'État qui soient suffisamment clairs. Il y a des choses qui ont bien fonctionné par le passé, par exemple dans le financement des renouvelables, il y a eu du soutien public. Ce soutien public, il a pris des formes variées suivant les pays, de stabilisation de prix, d'off-take, d'incitation fiscale. Donc il y a des choses qui ont bien fonctionné. Donc je pense mais sur quelque chose de relativement simple, si on peut dire, et délimité. Quand il faut le faire sur l'ensemble de l'économie, c'est particulièrement complexe. Angeles, alors sur cette idée de crédit impôt recherche vert, est-ce que c'est une bonne piste? Crédit impôt recherche vert, et peut-être pour réagir sur la taxe carbone dont on parle tout à l'heure, c'est difficile de ne pas être en accord avec l'idée qu'il faut mettre un prix sur la tonne de carbone. Et d'ailleurs, on n'est pas la seule entreprise, il y en a d'autres, peut-être pas assez, mais qui ont déjà imposé un prix interne du carbone, et ceci depuis 2015, et on le prend en compte dans toutes nos décisions d'investissement. Simplement, ce type de mesure est effectivement qui serait idéal si elle pouvait se faire au niveau mondial. Parce que si on ne prend pas ce chemin-là, on risque de mettre des entreprises européennes en difficulté. Et c'est ce qui s'est passé avec le mécanisme d'ajustement aux frontières, où des filières entières de produits finis produits sur sol européen se sont retrouvées défavorisées par rapport à leurs voisins chinois et américains, alors même où on a des enjeux de réindustrialisation, on a des enjeux de compétitivité. Donc,
ne discute pas l'efficacité de l'outil, mais le diable est dans les détails. Il y a aussi des effets de bord sur le plan social qu'il faut prendre en compte. Je pense qu'au sujet de la taxation et de la réglementation, qui sont nécessaires, je ne dis pas le contraire, doit s'ajouter justement celui de l'incitation. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est là la clé du sujet. C'est dans la valorisation des comportements vertueux et responsables par les consommateurs, par les pouvoirs publics, par les financeurs, qu'il y aura une partie de la solution. Et il y a un autre élément dont on n'a pas parlé, qui est celui de la gouvernance des entreprises. Puisqu'en fait, je pense que le rôle de la gouvernance sera absolument essentiel. Il faut que ces sujets aient une place suffisante dans les conseils d'administration. Il faut qu'ils fassent partie de la façon dont on regarde la performance d'une entreprise. La performance d'une entreprise n'est plus que financière, elle a d'autres angles de vue. Mais maintenant, les entreprises sont obligées, donc avec la fameuse CSRD. Enfin, pas toutes, mais de plus en plus. Elles le sont depuis maintenant un moment. Ils n'ont pas toutes attendu les 1200 indicateurs futurs à venir de la CSRD pour se mettre en mouvement. Mais ça suppose aussi, effectivement, de transformer la façon dont les conseils opèrent. Et c'est ce même effort dont vous parliez de formation et d'information s'invite aussi dans les salles de conseil, parce que beaucoup de ces sujets sont des sujets très techniques. Donc, ils impliquent que nos administrateurs soient formés et suffisamment de maîtrise, en fait, pour pouvoir justement être force de proposition et surtout contrer certains discours qui pourraient ne pas être suffisamment allants. Donc, il faut de la formation, il faut aussi, bien sûr, que ces sujets, étant une mesure de performance, arrivent dans la rémunération des dirigeants. Et c'est déjà le cas dans beaucoup d'entreprises. En tout cas, c'est le cas chez nous, mais dans bien d'autres. Donc, c'est tout un système, en fait, de regard sur ce qu'est la création de valeur au pluriel qu'il faut revoir. Et c'est un changement aussi intellectuel qu'il est physique. Alors, je vois tous réagir par rapport à ce que nous dit Angelès. Peut-être d'abord Nicolas, Jean-Marc Jancovici après. Je vous ai vu aussi, Christian. Oui, rapidement. Oui, on continuera le tour de table. Nicolas. Oui, rapidement. Je suis tout à fait d'accord sur la partie gouvernance, faire évoluer la gouvernance des entreprises. D'ailleurs, à la CFE-CGC, j'anime le cercle des administrateurs salariés et nous avons mis en place une nouvelle formation justement sur la partie stratégique. Bon, après, il faut voir aussi comment fonctionne un conseil d'administration. C'est très compliqué, comment on apporte ces sujets-là, comment les administrateurs salariés peuvent amener ces sujets-là, comment on change le centre de gravité des conseils d'administration en mettant plus d'administrateurs salariés. Et voilà, et ça va faire, en fait, la gouvernance de l'entreprise doit être modifiée à tout niveau. Nous, on pense qu'il faut aller aussi beaucoup plus loin sur le partage de la valeur. Je pense on a une loi partage de la valeur, on aurait pu aller beaucoup plus loin, on aurait pu être beaucoup plus ambitieux. Donc, soit on redéfinit un pacte collectivement, et ça passe par tous les organes de gouvernance dans l'entreprise. C'est pas la codécision à l'allemande, je dis pas ça, mais je dis quand même il faut y réfléchir pour associer l'ensemble des acteurs à ces grands défis et ces grandes transitions. Jean-Marc Jancovici, alors après tout ce qu'on a entendu sur, on va dire, les solutions à mettre en place, que ce soit des taxes, que ce soit la participation des entreprises, la gouvernance qui doit changer, donc quels sont les axes d'action selon vous qu'il faut retenir ? Je voudrais revenir un tout petit peu sur la question des taxes. Quand on regarde ce qu'on appelle le coût à la tonne de CO2 évité, c'est-à-dire en gros combien il en coûte d'éviter une tonne de CO2 en fonction des actions qu'on entreprend, on se rend compte que si on voulait pousser à l'action par le seul biais de la taxe, il y a tout un tas de secteurs dans lesquels le coût de la tonne de CO2 devrait se balader entre quelques centaines d'euros et quelques milliers d'euros. Le temps qu'on y arrive, on sera tous morts parce que ça représente des montants qui engendrent des mouvements de résistance extrêmement forts, parce qu'avec des sommes de cet ordre de grandeur, les gens réalisent tout de suite ce que ça va signifier comme perte et comme prix à payer. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels la réglementation permettra d'avancer beaucoup plus vite. Et je vais prendre deux exemples, et où il n'y a pas de problème de concurrence. Je vais prendre deux exemples qui sont ceux du bâtiment. Dans le bâtiment, pour la construction neuve, vous pouvez prendre une option A qui est de dire je colle des taxes carbone partout, sur le ciment, sur l'acier, sur les camions, sur etc. Et puis vous avez une option B qui consiste à mettre une norme, ce qu'on a fait en France, la RE 2020, et qui vous dit voilà, vous ne pouvez pas dépasser tant de carbone par mètre carré construit.
eh bien, la norme, à mon avis, est beaucoup plus efficace que la taxe. Autre exemple, les organes de chauffage dans l'ancien, où on vous a dit à partir de telle année, je ne l'ai plus en tête, mais il sera interdit de remplacer une chaudière à fioul par une nouvelle chaudière à fioul. C'est quelque chose qui est très simple, que les ménages comprennent très bien, et ça donne la possibilité précisément aux filières industrielles à l'amont de se préparer en disant, bon, bah, s'il n'y a plus de chaudière à fioul, on va proposer des pompes à chaleur, un mélange pompe à chaleur isolation, des chaudières à bois, du chauffage solaire, et qu'est-ce que je sais. Et donc, il y a quand même un vrai sujet dans cette histoire, c'est que dissuader un comportement donné, ça ne dit pas quelles sont les filières industrielles qu'il faut préparer. Et j'insiste sur le fait que quand on regarde dans le passé, l'État n'a jamais été absent de la structuration des filières industrielles dans un pays donné. C'est pas vrai de dire ça. Ne serait-ce que pour la gestion des ressources. Il faut aussi voir que toutes les grandes sociétés industrielles sont nées dans des endroits dans lesquels il y avait des ressources et de l'énergie. Ça a été vrai pour la révolution industrielle européenne au XVIIIe, pour l'américaine au XIXe et pour la chinoise au XXe. À chaque fois, on avait une combinaison de il y a des ressources, il y a de l'énergie, il y a de la main-d'œuvre. Voilà. En général, c'était ça les trois composants physiques qui permettaient à l'économie de démarrer. Et tout ça, ça a toujours été géré peu ou prou par l'État. Je dis peu ou prou parce que les États-Unis, c'est un peu particulier. Mais sinon, peu ou prou, ça a été géré par l'État. Je ne vois pas comment, en France, encore une fois, la puissance publique ne pourrait pas prendre ses responsabilités sur la façon de faire émerger une économie décarbonée. Ça ne se fera pas sous la seule action des acteurs privés. C'est juste pas possible. Voilà. Et je pense que la norme et le règlement doivent occuper une part importante, sinon prépondérante. Il ne s'agit pas de devenir soviétique, mais il s'agit de quelque chose. Non, mais il s'agit de quelque chose d'essentiel dans la façon de faire émerger une activité qui part dans la bonne direction. Christian Gaulier, je crois que vous voulez réagir par rapport à ce que nous dit Jean-Marc. Vous êtes assez d'accord finalement. Alors l'exemple de la Convention citoyenne du climat qui dit on va interdire les chaufferettes sur les terrasses des bistrots, évidemment, c'est une évidence, c'est absurde ce machin. Il faut la norme consistant à l'interdire me paraît meilleure qu'une taxe. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, interdiction des chauffages au fioul, en fait, la taxe, effectivement, elle a un problème, c'est qu'elle rend très visible le fait qu'on est attentatoire au pouvoir d'achat des ménages, mais interdire un système de chauffage pas cher pour le remplacer, pour obliger à des chauffages plus chers, on a vu ce qui s'est passé en Allemagne l'automne dernier. C'est-à-dire que là aussi, il n'y a pas de majorité politique. Rien n'empêche la puissance publique de subventionner sous condition de ressources le changement de l'organe de chauffage. D'accord, mais le leasing, mais la subvention c'est toujours une taxe pour quelqu'un d'autre. Oui, on est d'accord, mais le leasing pour la voiture électrique à 100 €, par exemple, qui était une mesure sous condition de ressources et même sous condition de lieu de résidence, moi je trouve que c'est une excellente mesure, par exemple. Oui, alors l'effet d'aubaine de leasing social sur la voiture électrique, je suis pas sûr que ça soit la meilleure illustration du léviathan écologique qu'on veut mettre en place en France, quoi. Donc moi ce que je veux dire, c'est que on a quand même un problème général qui est l'acceptabilité sociale. Que ça soit par la taxe carbone, que ça soit par la norme, c'est attentatoire au pouvoir d'achat. Renforcer les normes énergétiques des bâtiments, ça augmente les coûts de construction des bâtiments. Ça se retrouve finalement à toucher le pouvoir d'achat des ménages, en particulier les ménages les plus modestes. Donc on a un vrai problème d'acceptabilité sociale et donc un problème d'incitation. Pour les entreprises, il faut effectivement convaincre les entreprises que si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ils n'ont pas décarboné leur système de production, eh bien ils seront vachement pénalisés par le système. Mais ça, c'est difficile parce que... Peut-être avant même, peut-être pas 10 ans, 15 ans, peut-être avant même. Alors en tout cas, si vous voulez, si je reprends les problématiques d'investissement, la plupart des actions qui ont un vrai impact sur la décarbonation, c'est des investissements de long terme. Jean-Marc le répète suffisamment, il a tout à fait raison là-dessus. Donc c'est vraiment la perspective à long terme de si vous faites pas l'effort maintenant, vous allez pénaliser l'avenir et vous serez mort. Ça, c'est très important à le faire passer. Le problème, c'est que pour convaincre les entreprises de faire ça, il faut un pouvoir politique fort qui soit convaincant dans sa volonté d'aller de l'avant et punir les mauvais, les irresponsables émetteurs de CO2. Et ça, que ça soit une taxe carbone, que ça soit des normes, que c'est tout ce que vous voulez, on a un problème. La volonté politique, elle sort pas du néant. Elle se construit sur une vision collective, une volonté collective de la nation pour obliger à aller dans cette direction-là. Et on le voit bien aujourd'hui en France et en Europe et partout dans le monde, en particulier aux États-Unis. C'est super compliqué de mettre ça en
place. Les gens sont contre. Regardez le mouvement des Gilets jaunes. Et finalement, le mouvement des Gilets jaunes, c'est quand même non pas une attaque contre la taxe carbone, c'est une attaque contre l'idée qu'il faille faire des sacrifices pour le changement climatique. On en est là aujourd'hui. Et on va regarder ce qui se passe le 9 juin. Les élections européennes risquent justement de donner une mauvaise indication là-dessus. Hein. Et un danger, mise en danger du Fit for 55, du pacte européen, du pacte vert européen. Donc là, on est vraiment dans une difficulté frontale de comment convaincre les entreprises aujourd'hui à faire des efforts de transition, parce qu'ils ne savent pas finalement si l'État, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, va vraiment pénaliser les gens qui n'auront pas fait l'effort. Alors Nicolas, oui, après Pierre, et puis on prendra ensuite vos questions, puisque donc pas mal de questions sont arrivées. Merci. Non, je voulais juste rajouter un mot sur la norme. Moi, je suis tout à fait d'accord. Après, il faut aligner les planètes. C'est-à-dire, il y a les normes européennes. Il faut aussi travailler sur les normes européennes. Beaucoup de lobbying. Très compliqué quand on voit les acteurs. Là, je vois sur l'intelligence artificielle, par exemple. Voilà, c'est très très compliqué parce qu'il y a tout un travail. C'est très prenant. Il faut être présent dans différents groupes de travail, etc. Il y a après la norme française, je pense aux polluants éternels. Aujourd'hui, on a eu toute cette réflexion-là. Quand on voit aussi la logique européenne, 2027, 2029, c'est toujours repoussé. Et c'est pour ça, après, les acteurs, il y a quand même une visibilité. Et je pense que les acteurs, après, doivent jouer le jeu. Il faut vraiment s'inscrire. À un moment, on change de modèle. Donc la norme, elle est là pour ça. Elle indique un chemin vers où on va, etc. À un moment, il faut la poser et il faut s'aligner. Ça a l'avantage de fédérer. Ça fédère un système, ça fédère un écosystème et tout le monde s'inscrit dans cette norme-là. Après, celui qui écrit a raison. Donc c'est très compliqué juste pour finir sur cette question de normalisation, mais c'est très important. Pierre Palmieri, peut-être un mot là-dessus. Oui, peut-être sur la régulation. Enfin, je pense qu'effectivement, il faut que les pouvoirs publics impulse un certain nombre de choses et la régulation elle est nécessaire et dans le domaine financier de toute manière elle est indispensable sur ce sujet-là comme sur bien d'autres. Je pense qu'il y a quelques points et là je parle en tant que responsable d'une grande institution financière mais aussi pour mes clients. Quels sont les problèmes en fait? Un, c'est qu'il faut que la réglementation elle soit lisible et simple. Et une des grandes difficultés, c'est la complexité de la régulation. Et si elle est trop complexe, en fait, elle devient contre-productive. Donc de la simplicité autant qu'on peut, même si le sujet est complexe, donc ce ne sera jamais très simple, mais au moins n'ajoutons pas de la complexité quand c'est inutile. La deuxième chose, c'est de la stabilité. Et c'est là en fait que l'IRA, à mon avis, offre en fait un cadre très séduisant, c'est qu'il offre de la visibilité. Et donc un investisseur, il a besoin de savoir à peu près quel est le cadre dans lequel il va s'inscrire sur des durées. Pour les acteurs privés, ça peut être des durées à 10, 15 ans. Bon. Et la troisième chose, c'est que je pense que la réglementation, elle doit être pensée stratégiquement. Et là encore, je pense que les Américains, pour ça, ils ont un avantage. Parce que, et je vais donner des exemples. Quand vous avez une règle qui s'impose, par exemple, au secteur financier, est dictée par une équipe spécialiste transversale dans une institution de régulation de données, qui vise une chose très très précise, sans en fait prendre en considération tous les impacts que ça aura sur notamment la transition, sur l'indépendance énergétique, sur la compétitivité des entreprises. Ce n'est pas pensé holistiquement. Il faut donc que chaque réglementation qui se mette en place soit pensée avec l'ensemble des répercussions que ça peut avoir dans un monde dont je rappelle en fait qu'il est ouvert. On parle beaucoup de nous-mêmes, mais les entreprises sont soumises à la compétition internationale. Et le dernier point, je pense, qui est très important, c'est que, in fine, ceux qui doivent décider, ce sont les institutions qui sont démocratiquement élues. Alors, je vais prendre des questions. Merci, vous avez envoyé beaucoup de questions. Merci pour votre participation. Alors, une première question. Donc, on parle beaucoup réduction des émissions de CO2 et très peu biodiversité, ressources ou encore adaptation au changement climatique. Est-ce qu'on ne prend pas le risque de rester aveugle à des vulnérabilités importantes sur les chaînes de valeur en ne parlant que de décarbonation? Je ne sais pas qui veut répondre. Jean-Marc?
Ça va faire le lien avec l'intervention précédente. Je pense que la complexité réglementaire est une fonction croissante de la puissance informatique disponible. C'est-à-dire que si les fonctionnaires n'avaient qu'un papier et un crayon, et si les comptables n'avaient qu'un papier et un crayon, il y aurait moins de règlements. Contrôleurs de gestion n'avaient qu'un papier et un crayon, je pense que nous vivrions dans un monde aux règles plus simples. Donc je pense que malheureusement, le monde complexe, il va durer aussi longtemps qu'il y aura d'une part beaucoup d'énergie pour créer beaucoup de flux, donc beaucoup d'objets, donc un monde très complexe, et d'autre part aussi longtemps qu'il y aura un parc informatique puissant permettant à chaque régulateur d'avoir un ordinateur sur lequel il peut gérer plein de règles. Donc il va falloir vivre avec. Je pense qu'on ne va pas en sortir demain matin, en tout cas tant qu'on aura ces caractéristiques physiques. Et ça fait le lien avec la réponse à la question. Oui, en plus du réchauffement climatique, il faut s'occuper d'autres limites. Il y en a une sur la biodiversité, il y en a sur les ressources accessibles, il y en a sur le sol, etc. Et toutes ces limites viennent du fait que, comme je le dis souvent, la Terre fait 13 000 km de diamètre aujourd'hui, comme elle le faisait il y a 2 siècles, sauf qu'avec une humanité qui est passée à 8 milliards d'individus et une consommation par personne qui est passée à ce qu'elle est, on a de plus en plus de problèmes où ça coince un peu, et on en a sur un nombre croissant de choses qui sont disponibles sur notre planète. Et effectivement, le monde va devenir plus compliqué et il va falloir qu'on gère cette complexité, ce qui va diminuer notre performance sur les quelques indicateurs uniques qu'on regardait avant, parce que quand vous devez vous occuper de 10 trucs à la place d'un, sur le 1 dont vous vous occupiez avant, vous êtes fatalement moins performant. Alors, d'autres questions. Merci encore pour votre participation. Donc, vous parlez de la production énergétique, quid de la consommation et notamment des ménages, où le gaz et autres énergies fossiles restent quand même 3 fois moins chers que l'électricité. Comment encourager la transition d'un point de vue de consommation énergétique? Oui, Christian. Taxe carbone. Il faut augmenter les prix. Enfin, la substitution, à nouveau, on l'a dit tout à l'heure, la substitution d'énergie fossile pas chère et hyper concentrée en contenu énergétique par des énergies de substitution beaucoup plus compliquées à utiliser, notamment à cause de l'intermittence des renouvelables, ça va augmenter globalement les coûts de production, les coûts de production d'énergie, et ça, d'une façon ou d'une autre, ça va inciter à la sobriété. Donc, effectivement, on le voit bien dans les plans, par exemple, Réseau Transport d'électricité, il y a 2-3 ans, avait sorti ce rapport sur zéro émission en 2050. L'électricité en 2050, elle sera au moins 20% plus chère qu'elle ne l'est aujourd'hui si on veut avoir complètement décarboné, et d'autant plus cher qu'on fera moins de nucléaire. Donc ça fait qu'il faudra à la fois décarboner le processus de production électrique, mais aussi aller dans une direction de la baisse de la consommation électrique, donc de la sobriété. Et ça se fait à travers un mécanisme bien connu depuis des siècles, c'est le prix. Je rajouterais peut-être sur la question de la consommation qu'on a quand même en Europe un enjeu majeur de rénovation de nos bâtiments. Ah, ça c'est clair. On a un parc de bâtiments vieillissant, extrêmement peu efficient, et qui est responsable à peu près de 40% des émissions. Donc, on a intérêt à s'en occuper vite. Ce n'est pas quelque chose qui peut être porté que par les particuliers. Ça demande des mécanismes de financement complexes. On pourrait imaginer des produits pour mobiliser l'épargne privée, qui aujourd'hui est abondante en Europe et qui n'est pas suffisamment fléchée vers des projets verts. Et ça, c'est quelque chose qui touche directement la vie quotidienne des gens. Donc, quelque chose qui, quelque part, est plus accessible, compréhensible que peut-être d'autres projets d'innovation technologique plus difficiles à appréhender par le grand public. Donc, il y a un enjeu de source d'énergie, mais il y a aussi un enjeu de l'utilisation qu'on en fait. Juste un complément, c'est pour ça qu'on a baissé la prime Rénov'. Ça, c'est pour la petite blague. Et l'autre point, c'est sur les... La prime Rénov', c'est encore autre chose. C'est qu'elle devenait trop compliquée. Enfin, il y avait quand même beaucoup de choses. C'est toujours compliqué. Il y a l'histoire de la rénovation globale contre... Non, mais c'est et que ça devient très cher, finalement, pour les particuliers si on fait une rénovation globale. Donc, du coup, ça les décourage, en fait. Non, mais on peut la repenser. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même un signal politique à envoyer. Et je voulais revenir pour les consommateurs. Les consommateurs ne sont pas impactés de la même façon sur la hausse de l'énergie. Ça aussi, il va falloir le penser. Sinon, on aura toujours les mêmes logiques. On parlait tout à l'heure des gilets jaunes et des confrontations, etc. Voilà, il faut le quoi qu'il en coûte. Il pourrait s'adapter justement pour accompagner les consommateurs qui sont le plus impactés. À un moment, il faut qu'on sorte de ces logiques-là, sinon on n'y arrivera jamais.
Alors une autre question, comment allouer plus de financement privé vers des secteurs qui doivent se décarboner dès aujourd'hui, mais dont les solutions de décarbonation ne sont pas aussi matures et dérisquées que ce qu'attendent historiquement les banques. Donc on parlait justement du bâtiment, de l'agriculture. En somme, finalement, comment débloquer l'appétit au risque des banques? Ça, c'est une question pour vous, hein, M. Palmieri. Non, mais alors, moi, d'abord, les banques peuvent faire une partie du chemin et prendre un peu plus de risques. Nous, par exemple, on a créé un fonds equity d'1 milliard. Un fonds equity d'1 milliard, c'est beaucoup. On n'a jamais fait ça avant. Le risque equity, c'est quand même, en consommation de capital pour une banque, c'est très important. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et on ne le fait que pour la transition énergétique. Donc ça, c'est un premier facteur. Et quand même, c'est bien de reconnaître ce qui est fait par les acteurs privés, les institutions financières. Après, c'est ce que je disais sur, en fait, la prise de risque. Il y a des risques qui ne sont pas à notre main. C'est-à-dire tout dépend des politiques publiques. Si les politiques publiques n'existent pas, ou alors si elles ne sont pas stables, ou si elles changent en cours de route, comment voulez-vous que les gens prennent des risques? On ne peut pas prendre des risques qu'on est incapable de comprendre. Donc on peut faire une partie du chemin, on peut prendre un peu plus de risques, comme je l'ai expliqué avec ce fonds, on peut solidifier nos compétences intellectuelles, industrielles, scientifiques, et ça on le fait beaucoup. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et donc c'est là que le partenariat public-privé prend tout son sens. Oui, Jean-Marc, Christian, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, la finance, ça gère un couple risque-rendement. Donc si on veut que les acteurs financiers se détournent de ce qui n'est pas orthodoxe et aillent, il n'y a que deux solutions. Hein. On diminue le rendement de ce qui n'est pas orthodoxe. Donc ça, effectivement, on peut taxer, réglementer, etc. Enfin, on gêne l'activité de ce qui n'est pas orthodoxe. Ou on peut augmenter le rendement de ce qu'il est. Sauf que dans une économie qui va globalement voir ses flux physiques diminuer, et donc qui en toute bonne logique devrait voir la contrepartie monétaire diminuer, la première option est beaucoup plus facile et beaucoup plus physiquement réaliste que la deuxième. Alors la deuxième, c'est la croissance verte dont tout le monde rêve. Moi, je pense qu'elle n'arrivera pas. La première, ça consiste à diminuer globalement le rendement des activités financières. Hein, il faut pas se leurrer. Et le monde financier, pour le moment, globalement, quand même, n'est pas très allant pour cette solution. Alors justement, j'avais une question là-dessus. Ça tombe bien. Comment réconcilier les investissements colossaux à réaliser, le retard accumulé par rapport aux accords de Paris, avec justement les niveaux de performance des bourses mondiales? Mais si je peux me permettre, je suis heureux d'avoir entendu Yves Perrier dire tout à l'heure que les rendements d'antan à 15% sur ROCE, il fallait oublier. Parce que je pense qu'il a raison. Et donc cette question sur les performances des bourses mondiales, comment concilier? Donc ce sera peut-être notre dernière question puisqu'on arrive quasiment au terme de notre table ronde. Enfin, on ne peut pas demander aux épargnants de faire les efforts que les consommateurs n'ont pas voulu faire, et je fais référence aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont à la fois des consommateurs et des épargnants. Vous ne pouvez pas demander à la finance d'aller financer des choses peu rentables et finalement baisser la rentabilité de l'épargne alors que les mêmes épargnants sont des consommateurs qui n'ont pas voulu payer la taxe carbone augmentée en 2019 et gelée par Emmanuel Macron. Donc je reviens finalement toujours à la même question. On a des coûts à supporter et qui doit les porter? C'est un truc super compliqué. Comment on fait? On n'a pas débloqué cette question lors de cette table ronde. On reste dans une problématique générale de chacun fait un petit peu et effectivement il faut une taxe carbone, il faut des subventions publiques, il faut augmenter la fiscalité. Il y a un million de choses à faire ensemble. C'est peut-être ça les solutions, justement. Oui, Pierre Palmieri. N'oublions, là encore, n'oublions pas, nous ne sommes pas seuls. Et la compétitivité des institutions financières, elle est internationale. Oui, un dernier mot. Nicolas, le mot de la fin. Oui, pardon, un dernier mot, mais je pense que la question des rachats d'actions pose question. Enfin, aujourd'hui, on voit les grosses entreprises qui font des rachats d'actions. La performance économique, franchement. Le gouvernement voudrait les taxer d'ailleurs, justement, ces rachats d'actions. Aux États-Unis, ils l'ont fait déjà. Enfin, je pense que ils l'ont fait beaucoup plus fort que nous. Oui. Ils voudraient le faire, mais on ne le fait pas aujourd'hui. Donc voilà, ces rachats d'actions, on attend quoi pour le faire? Voilà. Eh bien, ce sera peut-être le mot de la fin donc pour cette première table de ronde. Merci à tous, merci à tous nos intervenants. On peut les applaudir.